complémentarité, puisqu'en fait, on est exactement dans cette logique de complémentarité. Et un mot, parce que tu ne l'as pas dit, mais CEPOL, groupe donc énergie, biocarburant, groupe Avril. Faut quand même, Groupe Avril, CEPOL est la fille aînée du groupe Avril. On triture aujourd'hui 3 millions de tonnes de graines oléagineuses, colza et tournesol. Tournesol 100% destiné à l'alimentation humaine. Une partie de nos colza, de nos huiles de colza nous servent à faire des biocarburants bas carbone. On va peut-être pouvoir approfondir comment on fait tout ça. Et surtout, le résidu de la trituration, d'écraser ces graines de ces deux espèces, nous amène à produire un tourteau qui extrêmement complémentaire des filières dont on vient de parler, en particulier celle effectivement qui consiste à transformer en tout cas pour les filières laitières, hein, le tourteau de colza et de tournesol sont à la clé, en fait, une des clés aussi de la décarbonation, puisque c'est une matière première qui est indispensable pour produire une protéine animale, mais surtout elle est locale, elle est produite chez nous, et elle nous permet à un certain nombre d'éleveurs de se soustraire à la dépendance au soja américain, qu'il soit Amérique du Nord ou Brésil, dont on sait que c'est un enjeu aujourd'hui majeur de la durabilité finalement des filières aussi animales. Donc le programme de cet après-midi, on va placer tout ça dans une logique un peu géopolitique pour démarrer. Avec Thierry Poux, je vous en parlerai dans un instant. On aura encore une fois le même regard qu'on a eu ce matin, c'est-à-dire la production bas carbone, comment on peut, comment on doit. Et puis on aura ensuite la notion de débouché, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on en fait, comment on le fait. Où est-ce qu'on en est d'ailleurs accessoirement dans les sujets de régulation, parce que s'il y a bien un sujet qui est régulé, celui de l'énergie, il en est un. Et on se retrouvera en fin d'après-midi, il sera aux alentours de 16h30. Avant ça, peut-être, puisqu'il est encore 14h02, j'abuse. Peut-être j'avais deux slides prévus, peut-être à commenter pour introduire la suite. Non, mais j'avais deux slides, je vais être très court, hein, qui permettent de remettre en perspective un petit peu les enjeux. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui que le carbone sur cette planète, qui est la nôtre? En fait, c'est d'une part, parce que j'ai pas de retour en face, mais c'est d'une part des émissions finalement d'un carbone fossile, hein, qui est le fruit finalement de la carburation de nos véhicules, de nos tracteurs, etc. Et donc, ces énergies fossiles, en fait, conduisent à renvoyer du carbone vers l'atmosphère. On a la déforestation, qui, on l'a vu, pour le soja brésilien, comme pour l'huile de palme en Indonésie, mais en ce moment aussi, les feux de forêt, je pense, sont un vrai sujet d'inquiétude, qui renvoie aussi beaucoup de ce carbone dans l'atmosphère. Et heureusement, on a deux très gros leviers d'absorption de ce carbone. Le premier, c'est les océans. On ne peut pas y faire grand-chose. Ça conduit d'une part à l'acidification des océans et avec un certain nombre d'effets, dont la disparition des massifs coralliens, par exemple. Hein. Mais la végétation et le sol en particulier sont des vrais leviers d'absorption de ce carbone atmosphérique, d'autant qu'on utilise des pratiques agricoles qui sont du domaine de l'agriculture de conservation ou de régénération, mais utiliser en fait ce levier du sol permettrait très largement de pouvoir contenir en tout cas une partie de ces émissions ou de ce solde finalement d'émissions qui constitue aujourd'hui la principale raison du réchauffement climatique. Et puis le deuxième slide qui va être très court aussi, qui va nous remettre dans la perspective des solutions, puisque c'est un slide qui est extrait du dernier rapport du GIEC. On parle beaucoup du GIEC et un certain nombre de commentateurs effectivement ont ce groupe de scientifiques comme point de référence finalement pour des politiques publiques et ça a été le cas notamment pour les accords de Paris. Qu'est-ce qu'on voit c'est le haut du document, le bas étant beaucoup moins important. Dans le haut, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que finalement, à horizon 2030, voilà à peu près les solutions qui sont à disposition de l'humanité pour réduire le réchauffement climatique. Il n'y en a pas 36 000. Le solaire et l'énergie éolienne sont clairement aujourd'hui des solutions qui ont les faveurs du GIEC et effectivement, souvent, leur mise en œuvre est en coût inférieur à ce qu'est le coût en fait, des énergies fossiles. Donc, forcément, les énergies renouvelables dans cette perspective sont une des priorités. On voit, et c'est peut-être le point que je voulais montrer également, c'est le fait que le nucléaire, à horizon 2030, c'est rien. Quelque part, le nucléaire, c'est après 2030, c'est démarrer les programmes qu'on est en train de démarrer de reconstruction de centrales ne porteront leurs fruits qu'à 2035. Pas dire que c'est trop tard, il faut le faire certainement, mais à horizon 2030, c'est quasiment sans effet. Ce qui a vraiment de l'effet à court terme, d'ici 2030, c'est ce premier élément-là,
qui est de réduire la conversion des écosystèmes. Ça veut dire arrêter la déforestation. Une des premières clés que nous avons aujourd'hui pour réduire le réchauffement climatique, c'est d'arrêter de brûler ou de déforester. Ça fait le lien, je vous l'ai dit tout à l'heure, avec finalement l'Europe et la France avec sa part. L'Europe qui continue à importer 50% de ses protéines végétales de l'autre bout du monde sous forme de tourteaux de soja ou de tourteaux de soja, lequel soja, on le sait, a été en grande partie responsable de cette déforestation à l'autre bout du monde. D'où la pertinence, effectivement, d'appuyer des modèles sur une protéine locale non OGM qui assure la souveraineté dans le domaine tout en limitant cette conversion des écosystèmes. Deuxième levier énorme, c'est la séquestration du carbone en agriculture. Les pratiques d'agriculture régénérative, l'agriculture de conservation, on en a beaucoup entendu parler ce matin avec les agriculteurs, ramener effectivement un modèle agricole qui permet de valoriser les déjections animales comme un vrai levier de santé des sols et de stockage du carbone dans ces sols. Les pratiques qui permettent, au travers des intercultures, de limiter son érosion, de maintenir de la biodiversité, des pratiques qui permettent, on l'a entendu, de préserver les pâtures, de faire de l'agroforesterie. Toutes ces pratiques permettent de manière évidente, et c'est le GIEC à nouveau qui le dit dans son rapport, d'impacter de manière extrêmement forte et durable les effets du changement climatique. Ça ne se fait pas sans coût. Je vous l'ai dit tout à l'heure, pour le solaire et l'éolien, finalement, le coût de mise en œuvre est relativement modéré par rapport à ce qu'il serait pour les énergies fossiles. Donc facile. Quelque part, la partie la plus facile, c'est celle-là. La partie plus difficile, c'est effectivement séquestrer du carbone en agriculture. Ça veut dire investir dans l'agriculture. On a la chance, chez CEPOL, de produire des biocarburants et d'en vendre une partie sur des marchés qui reconnaissent que tous les biocarburants ne se valent pas et qui rémunèrent de manière spécifique ces biocarburants qui ont un impact environnemental plus faible. C'est ce qui nous a fait réaliser finalement que nos espèces colza et tournesol, mais essentiellement le colza, ont énormément d'atouts pour devenir effectivement les leviers de cette transformation des pratiques agricoles que nous rémunérons jusqu'à 80 € la tonne de colza, ce qui est assez considérable, et qui fait que CEPOL est aujourd'hui certainement un des acteurs majeurs finalement de la transformation des pratiques agricoles. Et je me réjouis d'avoir entendu ce matin que toutes ces pratiques sont vraiment au cœur des préoccupations des 3 agriculteurs qu'on a vus. Donc ça, c'était pour remettre un petit peu le débat au cœur, dire combien l'agriculture n'est pas seulement là pour nous nourrir, mais qu'elle a un potentiel qu'il faut réussir à déployer. Et c'est certainement en ayant conscience et en travaillant tous ensemble qu'on est capable d'y arriver. Donc désolé Olivier pour cette petite... Allez, on se retrouve, mais c'est pas grave, on se retrouve tout à l'heure, il sera à peu près 16h ou 16h15 pour la conclusion de l'après-midi. Merci. Je vais appeler à mes côtés, vous pouvez l'applaudir effectivement, je vais appeler à mes côtés Thierry Pouche, économiste de l'APCA. L'APCA, c'est l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, si je le dis dans le bon sens. Thierry, ça s'appelle plus comme ça, mais le problème, c'est que moi, j'ai appris l'agriculture il y a 30 ans. Et l'APCA, c'était une institution. Non, ça se dit comment maintenant, sérieux? Avec le micro, vas-y, c'est mieux. Chambre d'agriculture France. Mais vous vous appelez toujours APCA? Non. Ah bon, mais c'est moi qui ai dit APCA parce que, vous voyez, comme quoi je suis un vieux con, hein, c'est assez fascinant. Ensemble, Thierry, on va faire un peu de géopolitique. Non, mais pour ceux qui en doutaient, je l'assume, vous voyez, c'est ça qui est bien. On va faire un peu de géopolitique agricole, alimentaire. Dieu sait que l'agriculture est aujourd'hui au centre de plein d'enjeux. Il y a la compétition entre des bouchers, la compétition entre pays, il y a l'inflation qui est venue en rajouter. Déjà, commençons très large, est-ce que la géopolitique de l'alimentation est en train de changer? Est-ce qu'elle a changé? Est-ce que c'est un sujet qu'il faut regarder avec attention, plus qu'avant encore? Sans doute. Et là, tu as 2 minutes 30, bien 2 sûr, minutes pour 30, ce sujet. bien sûr, sinon c'est pas drôle du tout. Pour parler du monde et de ses bouleversements, 2 minutes 30, on va essayer de... Ça devrait aller. À l'aise. Ben oui, on va en parler de plus en plus, parce que avec la guerre en Ukraine, on est quand même sur deux acteurs fondamentaux des marchés mondiaux, la Russie et l'Ukraine, avec une Ukraine qui, cette année, devrait reculer en termes de production assez fortement et assez sensiblement aussi en termes d'exportation. Donc il va falloir s'interroger sur les pays qui vont pouvoir se substituer à l'Ukraine, qui habituellement fournissait un certain nombre de pays importateurs. Donc, on a évidemment une Russie qui est très, très dominante sur le blé en particulier, premier exportateur mondial, et qui va conditionner de plus en plus
ses exportations, ses fournitures de denrées agricoles au comportement des pays importateurs vis-à-vis de ce conflit. Donc déjà, là, on a quelque chose qui est en train de basculer. Les chaînes d'approvisionnement en produits agricoles et alimentaires vont évoluer en fonction de l'évolution de ce conflit et en fonction de la force que va représenter la Russie dans les années à venir. D'autant plus qu'on se pose la question de l'Union européenne, est-ce qu'elle va continuer à produire ? Les États-Unis, les perspectives sont quand même assez sombres aussi, puisqu'on a soit un plafonnement, soit une diminution de la production, avec une perspective 2031, d'après l'USDA, d'un déficit commercial qui va devenir structurel, chronique pour les États-Unis, ce qui est quand même une nouveauté, puisque ça veut dire que le pouvoir alimentaire que détenaient les États-Unis est en train de s'éroder. Dans l'histoire contemporaine, les Américains ont toujours été plus qu'autosuffisants. En tout cas, depuis les années contemporaines. Oui, depuis les années 30, ouais, ils ont fait ce qu'il fallait pour devenir autosuffisants et exportateurs nets, avec une sorte de domination sur un certain nombre de marchés. Et quel crédit vous apportez à cette prédiction de l'USDA qui dit qu'il deviendrait importateur net ? C'est probable vraiment ? 2031, c'est pas si loin finalement. Oui. Donc la projection est relativement plausible. On aurait des perspectives plus lointaines, ça serait peut-être plus aléatoire. Mais là, quand même, quand on regarde l'évolution des tendances de production, il y a une incertitude aussi sur le renouvellement des générations là-bas. Est-ce que, en fonction de l'évolution des déficits budgétaires et de l'endettement de l'État fédéral, est-ce qu'on va pouvoir continuer à financer une politique agricole qui quand même représente à peu près 470, milliards, 500 milliards à chaque fois, tous les 5 ans. Donc voilà, il y a des incertitudes et tout ça est entré évidemment dans les paramètres des modèles. Et donc on aurait à l'horizon 2031 un déficit commercial aux États-Unis de 75 milliards de dollars. Qu'est-ce que ça fait peser comme menace sur la filière alimentaire ou les filières alimentaires en général, cette espèce de bouleversement qui est à l'œuvre, la place de la Russie qui est aujourd'hui beaucoup plus forte qu'elle ne l'était avant, les États-Unis qui deviendraient en relatif plus faibles qu'avant, nous qui sommes entre les deux comme le jambon du sandwich. Qu'est-ce que ça fait peser comme menace ? Alors déjà, il y a une première menace sur les pays qui importaient massivement depuis les États-Unis. Alors essentiellement, une grosse partie Asie, évidemment, avec la Chine en particulier. Mais par là-dessus, c'est greffé évidemment le conflit commercial entre les États-Unis et la Chine, qui d'une certaine façon continue à œuvrer, même s'il y a eu des accords pour essayer de l'atténuer. Donc là, on va voir des pays importateurs qui, constatant l'évolution non seulement de l'agriculture américaine, mais aussi l'évolution de la géopolitique, finalement, vont probablement diversifier leurs sources d'approvisionnement. Et c'est ce qui est en train de faire la Chine, notamment avec ses importations de blé, mais même au-delà des matières premières non agricoles, vis-à-vis de la Russie. Même si ce n'est pas sur des quantités impressionnantes pour l'instant, on voit bien qu'il y a des choses qui sont en train de se passer sur une reconfiguration de ces chaînes d'approvisionnement avec une Russie qui peut être assez puissante. On a l'impression quand même que cette guerre est annonciatrice d'un basculement du centre du pouvoir alimentaire mondial. Qui aura le pouvoir alimentaire dans 5 ou 10 ans, d'après vous ? Alors, quand on regarde là aussi un certain nombre de projections, puisqu'il a été question précédemment du climat, le climat ne fera pas que des victimes. Il fera aussi, la dégradation du climat fera aussi des bénéficiaires. Et la Russie va être la grande bénéficiaire du réchauffement climatique. Parce qu'elle va pouvoir utiliser plus de surfaces agricoles, c'est ça ? Exactement. Et ce qui fait qu'à l'horizon 2080, selon un certain nombre de projections, on aurait des productions de grains aux alentours, alors pas systématiquement chaque année, mais en moyenne, qui devraient être aux alentours de 1 milliard de tonnes. La production actuelle de grains, c'est 2 milliards 3. Donc on voit bien à peu près la proportion que peut représenter la Russie. Donc ce conflit, il est évidemment militaire, mais on sent qu'il y a des signes annonciateurs d'un bouleversement de l'échiquier agricole mondial. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous, vieille Europe ? Soit on poursuit la trajectoire que l'Europe a tracée, c'est-à-dire une trajectoire qui essaye de concilier production avec respect de l'environnement, rattachement de la production aux paramètres du climat. Mais à ce moment-là, comme on le sait, il y a eu un certain nombre d'études d'impact qui ont été réalisées
pour montrer que dans cette perspective, il y aurait probablement un décrochage de l'Union européenne. Donc soit, parce que c'est la deuxième soit partie qui va faire l'alternative, peur, c'est de dire bon, on a pris une stratégie qui a précédé le conflit. Là, peut-être qu'il faut prendre conscience aussi des menaces qui nous entourent et peut-être réactiver, sans pour autant, évidemment, écarter la variable climatique, ça, c'est certain, mais peut-être reconsidérer un petit peu le logiciel pour essayer de tenir compte maintenant de ces paramètres-là. Je résume peut-être trop, mais vous nous dites à demi-mot que la géopolitique pourrait modifier quelques lignes de code dans le logiciel. Ou il faudrait qu'elle le fasse. Il faudrait c'est ça que j'entends. Je pense qu'il y a une prise de conscience à avoir aujourd'hui. Quel est le degré de maturité pour cette prise de conscience? Vous pensez que les esprits sont perméables et les opinions aussi derrière les esprits qui pensent, c'est-à-dire les décideurs? Les décideurs évoluent. On va arriver justement à des élections européennes dans peu de temps. Donc peut-être qu'il y aura une prise de conscience qui va venir de là, du législateur. La commission elle-même peut évoluer. Mais en tout cas, la situation l'exige d'une certaine façon. On n'est plus dans le monde d'avant, où on avait à peu près une délimitation. L'Union européenne pesait quand même beaucoup. Si je prends juste un exemple sur l'état des stocks mondiaux, par exemple, de grains, la Chine détient des stocks mondiaux considérables. Donc elle peut effectivement influencer le jeu du marché, alors que l'Union européenne est très, 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 très loin derrière en matière de stock. Donc là aussi, pour répondre à des demandes, pour répondre à sa propre demande intérieure, il y a aussi toute une réflexion à mener sur ce qu'on peut faire, ce qu'on doit faire de la production agricole dans les années à venir. En gros, c'est est-ce qu'on doit jouer des stocks comme une arme, c'est ça? Ce qui est assez intéressant, non, mais ce qui est assez intéressant dans ce que vous dites, c'est une question, moi je dirais. Oui, mais justement la question est intéressante parce qu'on avait l'impression que justement avec l'évolution de la globalisation, avec une certaine forme de coopération entre les continents ou entre certains États, en tout cas, on avait l'impression que l'arme alimentaire était peut-être reléguée au second plan et qu'avec cette guerre, elle ressurgit aujourd'hui, elle est mise un petit peu sur le devant de la scène, puisque la Russie utilise évidemment son agriculture comme une arme aujourd'hui contre des pays qui seraient un peu trop engagés, selon elle, dans le conflit, en livrant des armes ou de l'argent, etc. Donc on a là quelque chose qui bascule. Finalement, à travers le prisme de l'agriculture, on a l'impression que cette mondialisation, on pourrait considérer que rien ne s'est passé comme prévu. C'est une menace, ça? Non, c'est un constat. Oui, enfin, on peut le lire comme une menace, non? Non, c'est un constat. C'est-à-dire qu'on avait considéré qu'à travers un certain nombre d'accords, on pouvait... Oui, sauf qu'il se trouve qu'on est en train de se rendre compte que cet état pseudo-stabilisé, il ne l'est pas. Eh bien, il ne l'est pas, non. Voilà, donc c'est une menace. Non, ce n'est pas une menace, c'est un constat qui nécessite... Mais c'est pas grave, hein. C'est pas grave. C'est un constat qui nécessite d'avoir un examen de conscience et de réexaminer le dossier. D'accord. À cela, à cette notion de maîtrise du volume, de maîtrise de la matière, se rajoute un sujet de prix. Ou c'était peut-être lié, quoi qu'il arrive d'ailleurs. Dès lors qu'on touche au volume, on touche au prix. En quoi ça rajoute quelque chose à la gravité de la situation, l'inflation alimentaire dans laquelle on est? Eh ben, je vais repartir du constat que vous considérez comme une menace. Très rapidement, la mondialisation a été considérée comme une source de désinflation. C'est-à-dire qu'en segmentant les processus de production, on pouvait faire jouer les spécialités d'un pays, d'un autre, d'une entreprise, etc. Et finalement, par le jeu des flux commerciaux, importer de l'indésinflation et nous-mêmes en exporter d'une certaine façon. Bon, ce qu'on a fait sur le textile, en gros, pour ceux qui ne voient pas l'analogie, mais c'est pile poil ça. C'est un peu ça. Et d'une certaine manière, ça a pu toucher l'agriculture à travers des accords de libre-échange, par exemple. On pouvait considérer que ça rentrait dans ce périmètre-là. Là, le retour de l'inflation montre bien que finalement, rien ne s'est passé comme prévu. On a un retour de l'inflation. Alors, c'est quand même 40 ans de prix relativement bas, avec en plus dans une zone euro un seuil qu'on ne devait pas trop, vis-à-vis duquel on ne devait pas trop s'écarter. Et là, on renoue avec des pressions inflationnistes qui étaient déjà là finalement avant le déclenchement de la guerre, puisque avec les plans de relance, etc., qui ont été quand même assez massifs, chaque pays avait besoin de matières premières pour essayer de relancer l'économie, y compris de matières premières agricoles. Donc on est dans une
pression inflationniste qui est en train de rejaillir et qui pose un certain nombre de problèmes. Parce que l'inflation, ce n'est pas seulement que l'inflation sur des prix alimentaires, mais c'est aussi de l'inflation sur les intrants, c'est l'inflation sur l'emballage, etc., etc. Donc il y a à la fois des coûts que supportent les agriculteurs, et toute la question sur 2023 va être de savoir si le ciseau des prix va finalement être joué ou pas. Bon, on a énormément d'incertitudes sur l'évolution des prix 2023. Et ensuite, on a évidemment une pression inflationniste sur le consommateur, avec des taux d'inflation sur la fin de l'année 2022 qui voient, c'est 6% à peu près sur l'INSEE. C'est beaucoup plus sur l'alimentaire, parce que c'est 2 fois plus quasiment, avec des répercussions sur les achats, même en termes de volume, de la part des consommateurs. En rythme annuel de novembre 2022, par rapport à 2021, on a un recul de la consommation alimentaire en France de moins 8,7%, ce qui est quand même assez colossal. Ce qui signifie que les consommateurs, ils tiennent compte de ça, ils font des arbitrages, ça se fait au détriment d'un certain nombre de produits et en faveur d'autres, en général des premiers prix. Alors après, évidemment, il y a tous les débats autour de les Français consomment moins de produits alimentaires, mais ils partent au ski, etc. Bon, ça, c'est les choses un petit peu habituelles et rituelles qu'on entend. Mais il n'en reste pas moins que là, il y a un problème de débouché qui va se poser pour les producteurs agricoles et pour les industriels de la transformation, bien évidemment. Parce que si vous avez une consommation qui recule en volume, eh bien évidemment, c'est votre marché qui se contracte. Donc, comment vous ajustez ça ? Quel va être l'impact sur les relations commerciales entre les différents maillons des filières, etc., etc. Donc, en fait, on est en train de découvrir 2 choses dans la filière alimentaire. La compétition entre pays à un niveau tel qu'on ne l'a jamais connu, parce qu'il y a 20-30 ans, on était des bisounours comparé à ceux qu'on vit aujourd'hui, et l'inflation qu'on avait connue il y a 20-30 ans, mais pas dans ce contexte un peu d'agressivité. Voilà, donc là, exactement. C'est la double peine en fait là qu'on est en train de vivre. Hein. On est une double peine, on peut même en rajouter un maillon. Allez, vas-y, avec soyons fous, une troisième couche. On a eu quand même pendant toute l'année 2022 un taux de change de l'euro qui était particulièrement faible. Donc cette dépréciation de notre monnaie a fait qu'on a importé aussi de l'inflation, bien évidemment. Alors il y a des petites marges de manœuvre, hein, puisque le prix du baril de pétrole diminue, on est passé sous la barre des 80 depuis hier, on a des prix agricoles qui commencent à s'inverser, même sur le blé, on est revenu à une situation d'avant-guerre, même si les perspectives sur la production de l'Ukraine et ses exportations font craindre une nouvelle phase de flambée des prix, évidemment, puisqu'il y aurait moins de volume disponible sur les marchés. Est-ce qu'on peut rajouter, comparé à ce que la situation était il y a 20-30 ans, le fait que désormais, il y a un nouveau débouché, et on va en parler cet après-midi pour l'agriculture, qui est l'énergie. Et est-ce que derrière tous ces combats aussi pour la maîtrise alimentaire, se noue pas l'après-pétrole via l'alimentaire, via l'agriculture? Alors l'après-pétrole, il est engagé déjà depuis un certain nombre d'années. Il y avait déjà un certain nombre de projets. Mon prédécesseur à cette tribune l'a dit tout à l'heure. Mais je pense que la guerre en Ukraine, du fait de la grande dépendance de l'Union européenne vis-à-vis des sources d'énergie russes, notamment en pétrole, alors après c'est contrasté selon les États membres, en gaz, mais tout ce qui a été décidé par la Commission en matière de diesel, par exemple, on est beaucoup plus exposé, nous en France, au diesel russe, au raffinage, finalement, qu'au pétrole brut, où on avait d'autres sources d'approvisionnement. Donc cette guerre, finalement, va probablement accélérer cette recherche d'une transition énergétique, mais ça pose quand même un problème de temporalité. Il y a un conflit, que ça va trop vite. Parce que ça va très vite, et les moyens de financement ne vont pas forcément suivre. La mise au point des sources énergétiques renouvelables va demander également du temps. Donc ce conflit de temporalité risque finalement d'attiser un petit peu les tensions, au moins pendant une certaine période. Et un autre point, pour revenir à l'inflation, c'est que, comme vous le savez, les banques centrales sont très attentives à l'évolution de cette inflation, au point de remonter leur taux d'intérêt, qui aura des répercussions évidemment sur les banques secondaires, les banques qu'on connaît tous. Et l'activité économique. Et donc l'activité économique et les conditions de financement pour la transition énergétique notamment. Donc on est là dans des conflits finalement, à la fois de temporalité, mais aussi d'objectifs. Les gouvernements sont sur une ligne de crête aujourd'hui. On sait qu'il ne faut pas affaiblir le pouvoir d'achat trop, et en même temps, il faut quand même continuer à rendre opérationnelle cette transition.
Il nous reste 1 minute. Je vous nomme commissaire européen à l'agriculture. Qu'est-ce que vous faites? Je démissionne tout de suite. Oh la vache. Bon, ben sinon, on vend des cordes à la sortie, je vous le dis tout de suite. Hein, et la 3e est offerte. Non, sérieux? Vous n'avez même pas une idée, une utopie à nous faire partager? Avant de démissionner, malgré tout, vous dites, bon allez, quitte à prendre une décision impopulaire, je la prends quand même. Non, mais si vous n'en avez pas, vous n'en avez pas. Hein, c'est... Non, mais la situation est extrêmement complexe et très contradictoire. Donc, vous appelez McKinsey pour vous faire aider alors? Oui, enfin, peut-être pas. Non. En tout cas, peut-être la première chose à faire serait de rééquilibrer les rapports de force au sein de l'Union européenne, si vous voyez ce que je veux dire. Non, pas du tout. Merci Thierry. Vous pouvez l'applaudir.